Et la parole est non pas, bravo, en tout cas, la discussion est très intéressante, non pas Édouard Pélissier, donc, qui est empêché, un problème de santé, et c'est donc Jean-Pierre Cossa qui va faire sa présentation. Ouais. Ça doit être ça. Juste un instant. Voilà, alors Édouard Pélissier vous présente ses excuses. Il ne peut pas être là aujourd'hui pour raison de santé. Je suis en charge de faire sa communication. Édouard Pélissier est au sein de notre Institut de la hernie, notre directeur scientifique. C'est la cheville ouvrière de la rigueur qui prévaut à nos études. C'est ce travail que je vais vous présenter de notre conception de la cure des hernies ventrales associées à par une double suture pariétoscopique, donc mini-invasive, et donc sans prothèse. Ce travail fait l'objet d'une communication qui est en cours dans Surgical Endoscopy. On ne revient pas sur les recommandations de l'EHS. Les hernies ventrales associées à un diastasis doivent avoir aujourd'hui une cure prothétique quand elles font plus d'1 centimètre, mais le niveau de preuve de cet aphorisme est bas et la recommandation est faible. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'Institut, nous avons pris le parti de traiter les patients qui nous étaient adressés avec des hernies ventrales de moins de 3 centimètres associées à des diastasis, de les traiter sans mettre de prothèse. Notre argument, on en a déjà parlé, le mauvais résultat des sutures directes en cas de diastasis est lié à la fragilité des tissus et si on traite en même temps la hernie et le diastasis avec une double couche de suture, on peut espérer s'affranchir de ce risque de déchirure, et ce d'autant plus qu'effectivement les plasticiens nous montrent l'exemple, ils ont très peu de récidives, ça ne semble pas être une préoccupation pour eux lorsqu'ils font des cures de diastasis. Et puis, la littérature montre aussi que la prothèse n'empêche pas forcément la récidive dans la cure de diastasis, de travaux récents, Manetti et Klaus, qui rapportent des taux de récidive après cure prothétique de diastasis non négligeables. Alors, très rapidement, la technique, c'est un abord périombilical inférieur, un petit écarteur autostatique d'Alexis qui est très pratique, qui permet de réséquer un gros lipome hernière quand on en a un, d'isoler le sac, de l'enfouir et de traiter le défect pariétal qui fait donc moins de 3 cm dans cette série, ce défect par une suture transversale. On va tout de suite couvrir cette suture transversale par une première suture d'adossement du diastasis périombilical, une suture verticale qui va donc couvrir d'un deuxième plan de suture, le premier plan de la suture hernière. On met un chapeau sur cet écarteur d'Alexis pour lui permettre d'avoir une étanchéité pariétoscopique. On insuffle la cavité ainsi créée, sous-cutanéo-graisseuse prémusculaire, donc pas intra-abdominale, mais prémusculaire, et on va créer tout un décollement de façon à construire un chenal d'accès à l'ensemble de la ligne blanche sur toute la hauteur de xyphopubienne pour permettre la suture du diastasis au moyen de 2 petites incisions latéro-ombilicales et par des instruments de célioscopie de 5 mm. Cette suture donne dans l'immédiat d'excellents résultats. Comme Philippe No vous l'a dit, c'est une chirurgie de la silhouette. Les patientes instantanément ressentent ce resserrement du diastasis que connaissent les plasticiens, mais c'est une chirurgie mini-invasive. Et c'est une chirurgie mini-invasive qui n'a pas un abord médian, qui n'a pas même un mini-abord tel qu'il est décrit dans le Milos, par exemple. C'est une chirurgie qui n'utilise pas de prothèse, on en a pris le parti, donc qui se distingue de l'ELAR. Et puis, c'est une dissection qui est limitée au diastasis, qui part de l'ombilic et qui ne démarre donc pas en suspubien immédiat, en permettant de s'affranchir le plus souvent d'une dissection sous-ombilicale étendue, puisqu'on sait que dans la plupart des cas, le diastasis est essentiellement sus- et périombilical.
Voici notre série sur 18 mois, janvier 2020, octobre 2021. 77 cures de hernie ventrale de moins de 3 cm associées à un diastasis, 14 hommes, 63 femmes, classique. Un âge médian de 40 ans, on en a parlé. Des petites hernies, un diamètre moyen de 1,5 cm, principalement des hernies ombilicales, parfois des hernies mixtes, 5 cas. Petite hernie, mais grand diastasis. Vous voyez ce diastasis avec une largeur moyenne au repos de 60 mm qui diminue à la contraction des muscles. Et Philippe vous l'a bien montré sur des coupes de scanner, 38 mm de largeur moyenne. Ce qui fait que l'on parle ici de diastasis, aucun diastasis selon la classification de petit diastasis, 35 diastasis de moyen calibre et 42 diastasis de plus de 5 cm, donc qualifiées de large. Une sémiologie de bombement qui peut être un bombement médian classique, mais aussi un bombement global ou un bombement associant les deux mécanismes, médian et global. Vous voyez chez cette femme, cette illustration, ce bombement médian qui apparaît au lever, et puis ce bombement global qui est en orthostatisme. Une intervention conduite la plupart du temps en ambulatoire ou avec une seule nuit d'hospitalisation lorsque les patients vivent loin de la structure. 3/4 des cas en anesthésie générale, 1/4 en rachianesthésie, une durée d'une 60aine de minutes. Un confort post-opératoire rapidement obtenu, au 8e jour, plus de nécessité dentalgique, une reprise rapide des activités courantes et de l'activité professionnelle. Une complication de récidive précoce marquée chez un homme qui avait un tel confort post-opératoire qu'il a cru opportun de couper ses bûches pour préparer l'hiver. C'est un patient de Philippe, un hématome qui a nécessité un drainage chirurgical. Mais surtout 22 séromes, 28% des cas, et ces séromes que nous avions un peu sous-estimés en début d'expérience, eh bien, nous avons petit à petit appris à nous y intéresser de plus en plus parce qu'ils peuvent être très, très invalidants pour les suites de cette intervention. L'incidence dans la littérature, moyenne de 10,9%, mais certains papiers rapportent jusqu'à 80% de sérum. Il suffit de se donner le moyen de les chercher pour les trouver. Différents moyens de prévention, certains que nous avons lus sans les appliquer, d'autres que nous avons essayés. Le drainage, par exemple, qui ne marche pas, puisque le sérum souvent se constitue après l'ablation du drain. L'injection de sérum salé hypertonique dans les 10 minutes qui suivent le geste opératoire et qu'on laisse pendant ce laps de temps. Bon. Et puis surtout, le capitonnage progressif, qui lui reste la valeur sûre. C'est ce qu'avait montré Pollock, un chirurgien plasticien, en 2004, et c'est ce que vient de reconfirmer un essai randomisé d'Hallucini. Nos résultats à distance, nous avons essayé de revoir tous les patients à 1 an, en octobre 2022, avec un délai moyen donc de post-opératoire de 19 mois, des extrêmes de 12 à 33 mois. Et on peut quand même, grâce à Édouard Pélissier, rapporter fièrement que nous n'avons que 2 patients perdus de vue, 97,2% de patients revus, soit cliniquement, soit par questionnaire, par mail ou par téléphone. De très bons résultats en termes de résultats pariétals, 96% de correction des bombements médians et global, avec ce résultat obtenu quasiment immédiatement. C'est une chirurgie de la silhouette qui marche tout de suite. Des patientes sous couvert de leur ceinture vont immédiatement se sentir mieux gainées. 4%, 3 patientes avec la persistance d'un bombement sous-xiphoïdien, probablement des erreurs de début d'expérience. Il faut bien partir en sous-xiphoïdien pour sa suture du diastasis. Sinon, on s'expose à ce relâchement réactionnel de la partie non couverte par la suture. C'est publié, Mughal, Ferreira. Ferreira a même publié une technique particulière de tressage triangulaire sous-xiphoïdien, mais dont nous n'avons pas l'expérience.
Des résultats esthétiques qui sont moins bons et Jean-Louis Grolot, je pense, va écouter cette limite de notre technique avec attention, puisque dans 20% des cas, effectivement, bien, l'aspect de la peau de nos patients n'a pas été jugé satisfaisant, en tout cas pour elles. Je dirais que cet aspect nous en avons eu la double responsabilité. La première est celle très probablement de cette discrépance, ce nouveau mot qui vient de l'anglais que nous avons appris avec les publications, la discrepancy, c'est-à-dire cette discordance que nous induisons avec la technique en resserrant la silhouette musculaire. Nous rendons artificiellement la silhouette cutanée trop grande et nous faisons passer ces patients d'une taille 36 trop brutalement, comme après une grossesse, mais sans pouvoir bénéficier des bénéfices de l'inondation hormonale du postpartum. Et puis le deuxième élément, vous voyez cette femme, c'est toujours la même femme d'ailleurs qui met la même chemise, mais qui nous sert de repère. Et vous voyez que ce diastasis global préopératoire a été corrigé en post-opératoire. Elle est contente de sa silhouette, mais sa peau est fripée. Elle l'était déjà en préopératoire. Elle estime que l'intervention l'a majorée. Sans doute que nous avons là notre deuxième erreur, qui est une erreur d'information, une erreur de débutant en tant qu'apprenti esthéticien, peut-être. C'est la raison pour laquelle Édouard vous propose les conclusions suivantes. Ce traitement sans prothèse, des hernies ventrales de moins de 3 cm associées à un diastasis, nous semble un traitement efficace. Il corrige le bombement médian et le bombement global des diastasis, mais il donne un résultat esthétique qui n'est pas satisfaisant dans 20% des cas. Évidemment, un travail d'information des patientes est à affiner. Le cahier des charges doit être le mieux défini possible. Ces patientes, comme vous l'a dit Philippe, qui souvent nous arrivent parce qu'elles ont refusé ou parce qu'elles veulent remettre à plus tard un geste de plastie abdominale, ces patientes que nous n'allons pas chercher puisqu'elles viennent avant tout pour une hernie ombilicale au départ, peut-être qu'il faut, enfin même certainement faut-il être très prudent dans l'effet d'annonce que l'on peut leur proposer concernant les méthodes de chirurgie mini-invasive. Et c'est d'autant plus vrai que ces patientes ont une vertu à communiquer ensemble absolument phénoménale. Il y a un forum sur Internet de diastasis des femmes de 40 ans qui est absolument très nourri. Peut-être d'ailleurs sont-elles en train de nous écouter. Et elles communiquent entre elles. Elles arrivent chez nous en consultation en disant « J'ai entendu parler de votre technique. Je ne veux pas de plastie. J'ai peur des drains. J'ai peur de la grande cicatrice. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Et c'est là où nous avons très certainement une place complémentaire, non opposable et encore nouvelle à créer dans la prise en charge de cette pathologie. Voilà. J'espère avoir traduit fidèlement la pensée d'Édouard Pellissier et je vous remercie de votre attention. En tout cas, c'était très clair et parfaitement dans les délais. Alors, c'est un peu vous avez présenté la synthèse idéale, en plus avec des résultats. Dans vos critères de sélection, alors c'est un ignare qui parle, puisque je ne pratique pas cette chirurgie, mais il me semble manquer une autre classification. Vous définissez la taille de hernie, l'importance du diastasis, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une classification concernant la condition cutanéo-graisseuse en préopératoire, précisément, puisque vous avez à faire face à quand même un taux de 20% de malades qui potentiellement pourraient être influés. Donc, est-ce que vous pourriez vous appuyer sur l'IMC couplé à de l'imagerie pour permettre de préciser la classification qui vous permet de la sélection des patients? Je suis tout à fait d'accord. Et dans notre expérience naissante, en tout cas, je crois que l'IMC et l'imagerie sont malheureusement pas suffisantes et que l'aspect prévisionnel de la rétraction cutanée, de son homogénéité lorsqu'elle va se rétracter, de la durée qu'elle va mettre à le faire, sont des critères peut-être que, et même certainement, dont les plasticiens vont avoir une bien plus grande expérience que nous sommes en train petit à petit d'appréhender quand même.
Moi, je reste encore très surpris. L'autre jour, j'ai récusé une patiente justement parce que je prévoyais un mauvais résultat esthétique. Je l'avais récusée plus exactement il y a près d'un an. Elle est revenue parce que, en l'envoyant chez le plasticien, là, il a expliqué tous les éléments d'une abdominoplastie. Elle est revenue après en me disant « mais je ne veux pas d'abdominoplastie, opérez-moi ». Je l'ai opérée et en fait, cette jeune femme a un résultat à 3 mois aujourd'hui dont la peau est remarquablement améliorée sans que j'aurais même pensé à ce niveau-là. Donc, je crois que oui, classification, ou en tout cas développement d'une expérience de cet outil cutané avec lequel il faut jouer nécessairement, qui reste à mettre en place. Hubert Joannet. C'est une question à Jean-Pierre Cossa et au professeur Groslo. À quel délai peut-on juger du résultat esthétique d'une cure de diastasis? 3 mois, 6 mois, 9 mois? Alors, Jean-Louis Groslo souhaite intervenir, comme la question lui est posée. À toi, Jean-Louis. Je pense que sur la réparation pariétale et sur la trophicité pariétale, 1 an, c'est bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive et qu'on ait une bonne compétence des tissus musculaires. Sur la peau, c'est un peu la même chose parce qu'il y a des phénomènes de rétraction. L'important, c'est est-ce qu'il y a un excès initial et de savoir apprécier aussi la capacité d'élasticité résiduelle. Ça, c'est vraiment une expérience de plasticien qu'on rencontre à peu près à tous les niveaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que certes, il y a une discrépance, mais si on veut limiter cette discrépance, il faut lui permettre de se répartir sur une surface plus grande. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un décollement qui va dépasser de 3 ou 4 cm le bord médian de la réparation. Et il faut absolument décoller plus largement de telle sorte que cette inadéquation entre la peau et la paroi musculaire, elle puisse se répartir sur une zone plus large et plus facile. C'est-à-dire que si on concentre ça sur les 10 cm médians, OK, on aura énormément de fripures, d'aspects disgracieux. Si on lui permet de s'étaler plus largement, eh bien à ce moment-là, ça peut être intéressant. Peut-être alors, certes, ça alourdit l'intervention parce que le risque hémorragique, le risque de sérum, eh bien, il est majoré dans ces grands décollements. On partage tout à fait la même expérience sur le sujet. Et par ailleurs, je voudrais savoir si vous avez une expérience sur l'opportunité de soumettre ces patientes dans les suites, justement les suites éventuellement prolongées, à des exercices, là pour le coup, de renforcement musculaire, de gainage ventral, non seulement pour renforcer la sangle musculaire, mais pour améliorer la trophicité cutanée. Alors, la question est prolongée par notre collègue brésilien qui propose l'expérience de caisson hyperbare en post-opératoire. Enfin, c'est la question qu'il pose et que je vous transmets, et qui va un petit peu, pas dans le même sens, mais pour essayer de répartir, j'imagine, la pression. Et donc, Jean-Louis, question hyperbare qu'on utilise parfois. Question hyperbare, j'ai aucun élément de réponse. De toute façon, il faut voir aussi une certaine proportionnalité, la lourdeur. Alors, on se posait la question du robot qui coûte cher. Mettre des gens dans des questions hyperbares en post-opératoire, ça me paraît quand même un peu difficilement envisageable. Onéreux et pas de preuve scientifique. Une dernière question par François Richard, qui lève la main, je crois. Non. Je voulais demander à Jean-Louis Groslo si tout à l'heure on a évoqué la discussion d'un éventuel geste de chirurgie plastique secondaire pour éviter ces problèmes sous-cutanés et cutanés. Est-ce que le fait d'avoir eu un décollement par méthode mini-invasive rend les éventuelles dermatoplasties beaucoup plus ou simplement un petit peu plus difficiles pour les plasticiens en deuxième temps? Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale. C'est pas, il y a pas, en d'autres termes, je pense que dissocier les interventions, il n'y a pas une perte de chance sur le résultat final. La seule chose, c'est si on doit faire, par exemple, une dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, si on a sacrifié le pédicule pariétal, on sera obligé de sacrifier l'ombilic, par exemple.
Donc ça, c'est des éléments qui peuvent jouer. Pour le redrapage cutané, il y a des choses qui peuvent être… Je ne pense pas que la musculation abdominale, elle n'aura aucun effet sur la peau. Aucun. Mais c'est complètement dissocié. Vous pouvez travailler des muscles, vous n'aurez aucun effet sur la peau. Par contre, des techniques, quand il y a un défaut de répartition, des techniques de massage, pétrissage qui permettent d'avoir des adhérences qui se font entre le plan superficiel et le plan pariétal de façon un peu plus harmonieuse, ça peut apporter parfois. C'est-à-dire que nous, si en post-opératoire, dans toutes les interventions qu'on fait, on voit trop d'irrégularités, souvent des techniques de massage pétrissage avec, vous savez, ces appareils qui aspirent un peu la peau, je ne vais pas donner le nom, ça permet d'avoir des meilleurs résultats à long terme. Merci. Eh bien, il est temps de conclure cette superbe séance. J'ai trouvé, on a vraiment passé en revue cette question qui évolue. C'est assez surprenant et vous l'avez très bien montré dans l'étude bibliographique initiale. C'est une question qui évolue, qui va probablement mériter des classifications, il m'a semblé, en tant que profane, un petit peu des sous-classifications un petit peu précises qui vous aideront probablement dans la répartition de vos indications, où manifestement, il semble quand même que l'endoscopie ou la laparoscopie commence à prendre sa place dans une proportion de patients que vous êtes en train, dont vous êtes en train exactement de définir. Enfin, la question d'avec ou sans prothèse, mais je pense que les deux questions font de pair et l'expérience que vous avez montrée à cet égard est très, très importante. Voilà. Écoutez, rendez-vous, je pense, d'ici 2-3 ans. Bravo pour votre registre, car c'est, comme l'a rappelé François Richard, c'est l'élément essentiel pour préciser la nomenclature de ces actes et en particulier pour le robot, éventuellement faire avancer le remboursement. Merci à tous pour votre participation.